à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Avant de commencer, je voudrais vous faire partager d'un proverbe chinois Shan cong sui fu yi wu lu, liu an hua ming you yi chun. Cela veut dire on croyait tomber dans une situation désespérée, dans un impasse, mais soudain on trouve une solution efficace. Si on traduit mot à mot, il y a tant de montagnes et de fleuves devant nous pour boucher notre route, mais nous voyons quand même que le vert foncé du sol se mêle à l'éclat de fleurs superbes. Une lueur d'espoir dans une situation désespérée nous éblouit. Pourquoi ce proverbe? Parce que en lisant les informations de dernières négociations entre les États-Unis et la Chine concernant la guerre commerciale entre nos deux pays, c'est ce proverbe qui saute dans mon cerveau. Parce qu'on croyait que cette guerre va aller très loin, va détruire les relations des deux pays, mais tout d'un coup, les dernières négociations, le 14 et 15 février à Pékin, a donné un grand espoir. Deux signes qui disent beaucoup. Le président chinois Xi Jinping a rencontré les négociateurs américains. C'est la première fois depuis le début de cette guerre commerciale. Et Donald Trump, le président américain, a aussi tweeté en disant que voilà, la négociation va très bien, on va trouver une solution. Il a même dit que l'ultimatum qu'il a fixé, le 1er mars, peut pousser un peu plus loin. Est-ce que c'est un bon signe? Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir deux invités, deux connaisseurs de cette situation pour nous donner leur analyse, pour nous éclaircir. Voilà, Monsieur Patrick Barr, vous êtes directeur de l'AFP à Pékin. Vous connaissez très bien cette histoire parce que vous écrivez tout le temps sur cette guerre commerciale qui concerne d'ailleurs aussi l'Europe, n'est-ce pas? Bon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Ting Yifan, que vous le connaissez, politologue mais surtout économiste, il a obtenu son doctorat à Bordeaux, à Sciences de Bordeaux. Il est souvent invité sur notre chaîne, sur mon émission. Surtout, vous avez prédit il y a 6 mois sur cette émission que le début de l'année prochaine, c'est-à-dire l'année 2019, les Américains seront obligés de venir à la table de la négociation. Et c'est ce qui s'est passé. Mais à l'époque, vous avez prédit aussi que Donald Trump sera dans une situation plus difficile que les Chinois. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que cette négociation de 14 et 15 février, vous croyez que ça va aboutir à un résultat? Il faut voir que les deux parties, la Chine et les États-Unis, ou les dirigeants des deux pays, ont montré leur volonté de terminer et de voir terminer cette guerre commerciale. Et donc, ils ont émis des informations plutôt encourageantes pour l'aboutissement de ces négociations sur ces conflits commerciaux. En fait, je pense que les choses ne seront pas aussi faciles. Parce qu'en dépit de la volonté des dirigeants du pays, il y a les détails. Les détails de négociations commerciales sont un peu, techniquement parlant, sont plus compliqués qu'on y croit. On dit toujours le détail détermine tout. Oui, donc ça prendra un peu plus de temps. Le président Trump a déjà laissé entendre qu'il va repousser un peu plus loin la date finale de la négociation. Donc, il serait probable. Mars. Oui, et à partir du 1er mars, il va annoncer qu'il repoussera probablement 3 mois encore la date de la négociation. Parce que, en plus, avant l'arrivée de cette délégation américaine à Pékin, il y avait déjà à Washington une délégation chinoise conduite par le vice-premier ministre Liu He, etc. Et à ce moment-là, le président Trump a reçu la délégation chinoise. C'était déjà un signal de la bonne volonté du dirigeant américain de voir arriver à quelques résultats de négociation. Parce que c'était
le dernier tour de négociation de la Chine. Et cette fois-ci, bientôt, aujourd'hui ou demain, une autre délégation chinoise va aller à Washington pour poursuivre la négociation. Je doute qu'avant le 1er mars, quelque chose de décisif puisse être sorti. C'est trop bref. Comme temps de négociation, c'est trop bref. Ceci dit, la Chine n'a pas fait suffisamment de concessions aux yeux de Trump, c'est ça? Non, parce que là-dessus, il y a beaucoup de choses. Négociation, c'est toujours du 10-100, je dis 20, puis on arrive à 50, c'est toujours des choses comme ça. Et donc, en fait, sur le plan de la balance commerciale, la Chine sera prête à ouvrir davantage son marché pour importer plus des États-Unis, pour arriver tant soit peu à un équilibre commercial avec les États-Unis, où il y a toujours une promesse d'arriver à un équilibre commercial. Dans combien de temps, je n'en sais rien, mais il y a ça. Sur la structure de l'économie chinoise, là aussi, la Chine a fait aussi des promesses pour arriver, parce qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain, ça aussi. Alors, M. Barr, l'AFP, alors, comment avez-vous couvert ce round de négociations, le 14 et 15 février? Alors, on a fait comme on a pu. En fait, depuis le début de la guerre commerciale, c'est pas très facile pour nous parce que les deux parties, États-Unis comme Chine, ne communiquent pas énormément. Donc, c'est très difficile de savoir ce qui se passe véritablement pendant les négociations. Aucun détail à révéler. Hein, voilà, c'est ça. Donc, moi, à vrai dire, je me garderai de tout optimisme parce que pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui est en jeu. On ne sait pas sur quoi les gens négocient. C'est vrai que on parle de progrès, etc. Mais concrètement, on ne sait pas ce qui se passe. Oui. Et comme M. Trump est, je pense, spécialiste du changement d'avis soudain, on ne sait pas ce qu'il va pouvoir tweeter demain matin, et d'un seul coup on va apprendre que non, rien ne va du tout dans la négociation. Donc je pense qu'il faut rester prudent, et surtout je crois qu'il est lui-même se fait fort de ses talents de négociateur. Et donc dans la négociation, ce qui est important, c'est de déstabiliser l'adversaire. Donc en le mettant un jour en confiance, et le lendemain, on repart à zéro. Donc je pense qu'il faut être très prudent. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'éclairer un petit peu la dispute commerciale en parlant par exemple des conséquences, des hausses de droits de douane aux États-Unis pour les entreprises chinoises, des hausses de droits de douane en Chine. Est-ce que c'est grave ou c'est vraiment grave ou c'est... Alors, apparemment, c'est les entreprises américaines qui paient. Hein, absolument. C'est les importateurs. C'est les importateurs qui paient. C'est les importateurs. On a vu au début de la guerre commerciale que les exportations chinoises aux États-Unis étaient encore plus élevées, mais ça c'était probablement dû au fait que les importateurs se dépêchaient d'importer des produits chinois avant que les droits de douane augmentent encore plus. Et là, par contre, les tout derniers chiffres mensuels du commerce extérieur révèlent qu'il commence vraiment à y avoir un effet sur les exportations chinoises et sur l'excédent commercial chinois. Mais apparemment, le chiffre de janvier montre que l'exportation de la Chine vers les États-Unis augmente toujours. Oui. Le 1er janvier, le premier mois, il y a une augmentation. Il continue à augmenter. Il y a une augmentation aussi de l'exportation chinoise. C'est une drôle de guerre. Alors, si c'est comme ça, est-ce que l'Europe s'intéresse à cette guerre commerciale? Est-ce que c'est favorable pour une approche entre l'Europe et la Chine? Alors, l'Europe s'y intéresse énormément parce que les trois grandes puissances commerciales de l'heure, c'est évidemment la Chine, les États-Unis, l'Europe. Je pense que les Européens ont très peur qu'un éventuel accord Chine-États-Unis se fasse sur le dos des Européens. Par exemple, que les Chinois promettent d'acheter beaucoup de produits américains, ce qui se ferait au détriment des produits européens. Donc je pense que les Européens suivent ça de très très près. Ou bien le contraire, si la guerre continue, la Chine tourne vers l'Europe pour importer et exporter. Oui, absolument, c'est possible aussi. Si on prend l'exemple d'Airbus, ça fait plus d'1 an que
Il y a un contrat, on parle d'un assez gros contrat de 180 avions vendus à la Chine, et ce contrat n'est toujours pas confirmé. Et donc, moi, j'ai mon sentiment... serait impliqué aussi dans le jeu. Ouais, et donc, moi, ce que je suppose, c'est que les Chinois ne veulent pas, en gros, jouer ce jeu pour ne pas faire échouer les négociations avec les États-Unis en étant trop proche des Européens. Pour vous, vous pensez que Donald Trump est en train de faire cette guerre, en fait, qui ne peut réellement pas gagner. Si la Chine fait une résistance à long terme, imaginons comme Ding Yifan a dit, ça va prolonger encore 3 mois, et donc, quand est-ce qu'on peut trouver l'issue pour ce conflit? Oh non, je pense que 2019 marquera la fin de cette guerre commerciale. Je pense qu'avant la fin de l'année, il y avait 6 mois, vous avez déjà prédit. Je pense qu'avant la fin de l'année, ils trouveront une solution à cela. Parce que l'économie américaine ne peut pas continuer perpétuellement supporter ce fardeau de droits de douane, etc. Parce que les entreprises américaines sont prêtes à payer la surtaxe de douane pour continuer à importer des produits chinois. Mais si cela continue, ça va ruiner l'économie américaine. Donc je pense qu'à la fin, on va trouver une solution de la part de Chine. En dépit de l'effet qui ne sont pas très importants sur la croissance, etc., ont des effets psychologiques importants sur les investisseurs. Si vous regardez à la bourse, oui, ces derniers jours, ça monte à Shanghai. Beaucoup plus affectée par les fluctuations de la guerre commerciale. Lorsque la guerre se calme, la bourse monte. Oui. Lorsque la tension monte, eh bien, la bourse chute. Donc ça a un effet direct sur la bourse. Mais ça c'est pas bon pour la Chine. Bah, vous voyez, le début de la guerre commerciale, la bourse de Shanghai chute. Oui. Et ces derniers jours, après l'annonce de bonnes nouvelles de 14 et 15 février, la négociation apparemment marche bien, la bourse monte. Oui. Mais ceci dit, la Chine a peur aussi de... Mais si vous regardez les chiffres de l'exploitation, le taux de croissance ou les activités industrielles liées à ces exploitations, les chiffres ne sont pas catastrophiques, non, au contraire. Mais les États-Unis ont fait plier le Canada, a fait plier la Corée du Sud, a fait plier le Japon, a fait plier Mexico. Et du point de vue européen, est-ce que, à votre pronostic, ce sera la Chine qui donne plus de concessions ou c'est Donald Trump? À mon avis, si on regarde la chose la plus évidente qu'on peut regarder, à savoir le solde commercial, il est évident que la Chine est gagnante dans les échanges et que donc, s'il y a une négociation, c'est forcément la Chine qui doit donner. Et donc, on peut supposer qu'il y aura plus de concessions côté chinois que du côté américain. Cela étant, le solde commercial, c'est juste, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et en fait, tout ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est tout ce qui concerne les réformes structurelles que les États-Unis réclament à la Chine. Est-ce que c'est possible, justement? Alors, c'est ça qui, moi, me fait penser qu'il y aura peut-être une trêve cette année dans la négociation. On va se mettre d'accord sur probablement une certaine évolution, mais qui va devoir se faire sur plusieurs années, parce qu'il va falloir vérifier. Par exemple, sur la question des subventions aux entreprises publiques chinoises, sur les transferts de technologie, etc. Et si les États-Unis n'obtiennent pas ce qu'ils veulent... On va recommencer. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que Donald Trump a un mandat. Est-ce que si au bout de son premier mandat, si la situation s'aggrave encore, est-ce qu'il peut tenir justement Non, ça dépend parce que les élections, il faut regarder aussi les jeux politiques. Sur le plan des jeux politiques,
Donald Trump est pour le moment plutôt gagnant. Parce qu'au sein même du Parti républicain, il n'y a pas de challenger. Donc il n'y a pas d'autres politiciens qui sont capables de le défier. En face démocrate non plus. Le Parti démocrate est complètement en désarroi. Mais il ne faut pas oublier que finalement les électeurs américains sont facilement être influencés par la situation économique. On ne sait pas, parce que dans un an, en 2020, au moment de l'année électorale, il est fort probable qu'avec cette guerre commerciale, etc., eh bien, l'économie américaine plonge. Selon les prévisions, les pronostics des économistes ou des agents de marché, l'économie américaine aura de gros problèmes dans 3 ans, à 100%. Dans 2 ans, à 70%. Donc on ne sait pas si dans 2 ans, il y aurait de véritables catastrophes dans l'économie américaine. Si à ce moment-là, s'il y a une crise quelconque. Et c'est possible parce que actuellement, le taux d'endettement s'élève assez rapidement. Parce que Donald Trump a fait baisser les impôts, donc fait réduire les revenus fiscaux. En même temps, il fait augmenter les dépenses. Les dépenses militaires, la construction du mur, tout cela, ce sont des dépenses publiques. Il fait augmenter les dépenses publiques, il fait réduire la recette fiscale, donc le fait qu'il est arrivé depuis 2 ans et tous les ans, il fait augmenter plus de entre 700 et 800 milliards de dollars de nouvelles dettes. Et à ce rythme-là, dans 1 an ou 2, les États-Unis émettront tous les ans plus de 1000 milliards de nouvelles dettes. Déjà, le niveau d'endettement public est plus grand que son économie, plus grande que son PIB. Il est de 22 000 milliards. Donc si ça continue, ça va exploser un jour. Donc la Chine possède 5%, ces dettes. Bon, Monsieur Barr, récemment, il y a un livre qui s'appelle Le piège américain, écrit par Frédéric Pierucci. Il est un ancien directeur de Alstom. Apparemment, cette histoire est terrible. Alors, bon, moi, je ne l'ai pas lu, hein, donc je ne veux pas trop m'avancer sur ce qu'il a écrit. Alors, effectivement, c'est un ancien dirigeant d'Alstom qui a été arrêté aux États-Unis, je crois, en 2013, pour une affaire de corruption supposée en Indonésie. Qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Alors, je n'ai pas compris exactement par quel biais la justice américaine a pu l'arrêter. Toujours est-il qu'il a, je crois, passé plus de 2 ans de prison aux États-Unis, et donc il vient d'écrire un livre dans lequel il explique qu'en fait, il a compris que son arrestation était liée ensuite au rachat d'Alstom par General Electric. Alstom, c'est l'un des groupes industriels les plus importants de la France. Un fleuron industriel, comme on dit. Oui. Alors, Tignifan, vous avez lu ce livre? Oui, je me suis fait acheter un livre à Paris, mais je l'ai lu. Oui. Et c'est très drôle. Parce que c'est très drôle. C'est un roman policier, parce qu'il raconte des tas d'histoires, etc. En fait, Frédéric, il est seulement un cadre supérieur. Il est dirigeant d'une région en Asie. Il était basé à Singapour. Il était tout simplement au courant d'un paiement de commission payé à un agent qui était un peu un agent de liaison pour ce contrat de construction d'une centrale nucléaire en Indonésie. Et donc il était au courant. Ce qui est dangereux, c'est qu'il a tout simplement échangé les courriels, les emails, etc. La justice américaine l'accuse parce qu'il dit que finalement, non, on a trouvé vos courriels, qui dit que finalement vous êtes au courant de cela. Il dit oui, parce qu'il est arrivé en Indonésie
en tant que directeur, mais seulement pour reprendre l'affaire. Il n'a pas décidé même de payer cette commission. Cette décision a été prise par d'autres personnes. Il était tout simplement au courant, parce qu'il était envoyé par le groupe comme directeur régional, donc il était au courant finalement de cela. Mais bien sûr, il n'a pas voulu creuser le détail de cet agent de liaison, etc. Mais il était une pratique courante dans les affaires commerciales, etc., qu'il faut trouver des gens avec qui on peut faire des affaires. D'ailleurs, le gouvernement de l'Indonésie ou en Asie, etc., ne fait pas affaire directement avec une entreprise étrangère. Il faut toujours passer par les gens. Et c'est une pratique courante de payer les agents intermédiaires une commission. Et ce paiement de cette commission était considéré comme des pots de vin. Il est au courant, c'est tout. Il est au courant de l'existence d'un paiement d'une commission, etc. Et à ce titre-là, il a été arrêté par la justice américaine. Mais en fait, toute la magouille consiste à le forcer à plaider coupable. Une fois qu'il plaide coupable, Alstom est devenu coupable. Alstom est devenu coupable. La justice américaine a non seulement le droit d'accuser cette personne physique, mais aussi accuser tout le groupe, la société française, etc., etc., tout le reste. Et pour cela, la justice américaine a fait plusieurs essais. Il a d'abord accusé d'autres personnes. Il a arrêté d'autres personnes, les faits avoués, coupables, etc. Puis dans le but de l'acheter, c'est ça? Dans le but d'accuser tout le monde, d'accuser le groupe, et finalement d'éliminer le groupe. Alors, deux questions. Comment les Américains peuvent savoir les courriers électriques échangés entre les cadres de Alstom? Deuxièmement, Alstom, s'il a arrosé le gouvernement indonésien, qu'est-ce qui concerne les États-Unis, M. Barr? C'est de société française. Ouais, j'en ai aucune idée. J'imagine que lui-même, une fois qu'il a été arrêté, on a dû lui demander de remettre ses courriels à la justice américaine. C'est probablement ça? Non, parce que en fait, les États-Unis ont un acte, c'est-à-dire un projet de loi qui concerne des activités de corruption dans d'autres pays. Ouais. D'abord, ce projet de loi était sorti à l'entrance d'une entreprise américaine. C'était dans les années 70. Tout de suite après, on a trouvé que finalement, ce serait un instrument idéal pour embarrasser les entreprises étrangères, pour embarrasser les concurrents des entreprises américaines. Donc, ils utilisent cet instrument de droit pour arrêter des entreprises qui font concurrence à des entreprises américaines sur le marché d'outre-mer, sur le marché extérieur. Et par ce biais, ils ont fait ça, non seulement des Français, ils ont arrêté aussi des cadres supérieurs ou des dirigeants des entreprises japonaises, allemandes, anglaises. Et maintenant chinois. Donc ils ont toujours voulu faire ce genre de choses, basées sur une loi nationale. Et qui, en fait, Cela me rappelle un autre proverbe français. Quand on veut tuer le chien, on l'accuse en rage. Alors, revenons à notre sujet de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Monsieur Barr, cette année, c'est le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Alors, contexte de cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, vous pensez que cette négociation, en fait la question, je vous ai déjà posée, s'il aboutit ou s'il n'aboutit pas, quel est l'impact sur les relations sino-françaises? Je pense que Trump n'est pas du tout isolé dans sa croisade anti-chinoise, en fait, sur les questions commerciales. Même les démocrates sont très remontés contre la Chine.
et peut-être même encore plus Oui. que les républicains. Et donc, bon, même si Trump n'est plus là dans 2 ans, je pense que le problème restera entier. Donc, pour M. Barr, la relation entre la Chine et les États-Unis, en fait, même à long terme, n'est pas très optimiste. Alors, Oui. quel est votre avis, Je partage plutôt son analyse sur les relations sino-américaines. Parce que il y a, sur ce front-là, une espèce de consensus des élites politiques américaines. Et les élites politiques américaines sont devenues un peu, je dirais, paranoïaques à l'écart de la Chine, parce qu'ils ont pris peur. Ils ont pris peur jamais dans leurs adversaires étrangers, que ce soit l'Union soviétique à l'époque, le Japon ou l'Allemagne, etc. Ils n'avaient ce potentiel de développement aussi fort que la Chine. Il y voit Chine un véritable adversaire qui a le potentiel de le dépasser. Et les Américains tiennent beaucoup à cela. Le leader du monde, la plus grande puissance du monde, etc. Et de ce point de vue, il voit un véritable concurrent qui a le potentiel et qui est en train de devenir une réalité, quelle que soit. Parce que, vu la population chinoise, etc., même si, avec le ralentissement de la croissance chinoise, etc., la Chine dépassera les États-Unis dans les 5 à 10 ans. Il n'y a pas de problème. Parce que le taux de croissance, même ralenti, représente tout de même 2-3 fois plus que les États-Unis. Il y a de plus en plus d'entreprises chinoises qui figurent parmi les 500 premières entreprises du monde. Tout cela fait peur aux Américains. Donc je pense que les relations vont devenir très difficiles dans les années à venir. Difficiles ou conflictuelles, parce que en fait c'est un conflit entre le premier et son challenger. Oui. On a parlé pas mal ces derniers temps, j'ai entendu parler de guerre froide. Est-ce qu'on va revenir à une sorte de guerre froide? Ça c'est sûr. Et donc si on compare par exemple avec la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, à l'époque, ces deux puissances n'avaient pas du tout les liens économiques. C'est ça. Interdépendance n'est pas la même situation. Et c'est ça qui me fait dire que... en plus, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle le mouvement de la mondialisation. Exactement. Les pays n'étaient pas interdépendants maintenant. Aujourd'hui, c'est totalement... Tout à fait. Donc c'est ça, moi, qui me fait dire que les Américains et les Chinois seront obligés de s'entendre, parce qu'ils ont trop à perdre de se discuter. Bon, à long terme, c'est une relation difficile, même conflictuelle, mais ils sont condamnés à s'entendre. La dernière question sur la nouvelle négociation à Washington actuellement. Alors, une petite pronostic? Je dis qu'ils vont continuer à négocier, même s'ils n'arrivent pas à un résultat concret, mais s'ils n'arrivent pas à prononcer la fin de la guerre commerciale. Je pense qu'ils vont faire prolonger la date de la négociation. Bon, on va continuer la guerre, mais on négocie. Et M. Barr? Pareil. Pareil. Bon, merci. Bon, c'est pas une mauvaise nouvelle pour nous, les journalistes. On peut continuer à analyser. Je vous réinviterai dans quelques, j'espère, dans 3 mois, si la guerre continue. Et si la négociation continue aussi. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci pour vos analyses. Et je crois dans ce temps difficile, vos analyses sont très précieuses. Merci, merci à tous les deux. Merci à nos chers téléspectateurs aussi, merci pour votre fidélité et j'espère que nous avons apporté quelque chose de nouveau pour vous. Merci et à la prochaine.